Mon père a dit au médecin militaire, elle simule un TSPT pour attirer l'attention. Je suis resté assise là, en silence. Puis le médecin a lancé l'enregistrement de ma caméra casque de Gao. Au bout de 30 secondes, mon père s'est mis à pleurer. Je m'appelle Marianne Leclerc, j'ai 34 ans, je suis une pilote de sauvetage au combat qui est rentrée de Gao alors que certains membres de mon équipage n'en sont pas revenus. Pendant des années, j'ai porté ce fardeau en silence, essayant d'éviter à ma famille de s'inquiéter, essayant de les rendre fiers. Mais quand mon propre père a dit à un médecin du service de santé des armées que je simulais un TSPT pour attirer l'attention, j'ai fait un choix qui a tout changé. Avez-vous déjà été rabaissé ou mis en doute par la seule personne qui, selon vous, vous soutiendrait toujours? Si c'est le cas, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. J'ai grandi dans une petite ville de province où tout le monde était au courant de vos affaires avant vous. Mon père, François Leclerc, tenait le seul garage indépendant de la rue principale, le genre d'endroit où les hommes se rassemblaient le samedi matin pour boire du café dans des gobelets en carton et débattre de carburateurs. Il m'a appris à démonter un moteur avant que j'apprenne l'algèbre, ses mains calleuses guidant les miennes sur les têtes d'allumeurs et les courroies de distribution. Quand je lui ai dit que je voulais intégrer l'école de l'air en première, il m'a serré la main comme si j'étais déjà officier. Ce soir-là, il a payé sa tournée à l'amicale des anciens combattants et a raconté à qui voulait l'entendre que sa fille allait devenir pilote. Il n'a pas dit grand-chose quand j'ai reçu ma commission de sous-lieutenant dans l'armée de l'air et de l'espace. Il a juste hoché la tête, a ajusté le fermoir de mon épaulette et a pris une photo avec son vieil appareil. Ma mère a pleuré. Mon frère a fait des blagues sur le fait que je le surpasserais en grade au dîner de Noël. Mais mon père, lui, se tenait dans l'allée pendant que je chargeais ma voiture, les mains dans les poches, et il a dit, tu t'en sortiras très bien, là-haut. Ce n'était pas de la poésie, mais c'était suffisant. Niamey est venu en premier. 9 mois de vol logistique et d'évacuation médicale. Le genre de déploiement d'où l'on revient avec des histoires mais pas de cicatrices. Mon père posait des questions quand j'appelais. Des trucs tactiques, comme le type d'appareil que je pilotais et si les mécanos savaient ce qu'ils faisaient. Il envoyait des colis avec des mots tachés de cambouis et des articles découpés dans des magazines d'aviation. Quand je suis rentré, il a organisé un barbecue. Ses amis m'ont posé des questions sur le désert, et je leur ai donné la version édulcorée. Les couchers de soleil sur le Sahel, le poids du casque, le vrombissement des rotors. Il semblait satisfait. Lui aussi. Gao, c'était différent. J'ai été déployé en tant que capitaine, à la tête d'une équipe de sauvetage au combat sur des Caracal H225M. Les missions portaient des noms comme Opération Lame d'Acier et Opération Bouclier de Granit, et elles signifiaient autre chose que des vols logistiques. Elles signifiaient entrer dans des zones de combat, extraire des corps brisés d'épaves, voler assez bas pour sentir le goût de la poussière. Mon équipage était bon, Valérie aux commandes, 2 commandos à l'arrière qui pouvaient recoudre un homme pendant que la carlingue tremblait. Nous avons accumulé plus de 200 heures de vol en 4 mois. J'ai arrêté de dormir aux alentours de la 50e heure. Quand je suis rentré de Gao, mon père m'attendait à l'aéroport avec ma mère et mon frère. Il m'a serré dans ses bras comme il l'avait toujours fait, brièvement, d'un seul bras, efficacement. Mais quand je me suis reculé, je l'ai vu me regarder comme on regarde une boîte de vitesse qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas mettre de nom dessus. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que j'avais juste besoin de temps. Au premier dîner après mon retour, il a demandé comment ça s'était passé. J'ai dit que ça allait. Il a dit que j'avais l'air fatigué. J'ai dit que je l'étais. Il a commencé à parler d'une pompe à essence qui le remontait pour une Alpine à 110 de 68, et je regardais sa bouche bouger sans entendre les mots. Mon frère a dit quelque chose à propos de son nouveau travail au cadastre, et mon père lui a tapé sur l'épaule. Ça, c'est du vrai travail, a-t-il dit. Stable, sûr. Il ne m'a pas regardé en le disant, mais je l'ai senti quand même. Une semaine plus tard, j'ai fait tomber un pot de sauce tomate au supermarché. Il s'est brisé sur le carrelage, une éclaboussure rouge s'étalant comme une gerbe de sang artériel, et je me suis figé. Mon père était à 1 mètre, tenant un sac de pain. Il a regardé le désordre, puis moi, puis les autres clients qui s'étaient retournés pour nous fixer. « Allez, viens », a-t-il dit doucement, et il m'a guidé vers la sortie. Dans le parking, il a secoué la tête. « Tu dois te ressaisir, Marianne. » Pas méchamment, juste factuellement, comme si j'avais trop serré un boulon.
Les sursauts ont empiré. Une voiture a eu un retour de flamme sur l'avenue Jean Jaurès et je me suis jeté à terre avant de réaliser ce que je faisais. Mon père m'a aidé à me relever, enlevant le gravier de ma veste. « T'es plus nerveuse qu'un chat ?» a-t-il dit, à moitié en riant. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, il a dit à ma mère que j'exagérais. Je l'ai entendu à travers le mur. Elle agit comme si elle était encore là-bas. J'ai commencé à éviter les endroits bruyants, j'ai arrêté d'aller à l'amicale des anciens combattants, j'ai sauté le barbecue du 14 juillet. Mon père l'a remarqué mais n'a rien demandé. Au lieu de ça, il a commencé à faire des commentaires. De petites observations livrées comme des diagnostics. Tu étais plus dur que ça avant. Ton frère ne se laisse pas abattre par le stress. Les soldats sont censés être résilients. Chacune atterrissait avec la précision d'un homme qui avait passé 40 ans à trouver le point faible d'un bloc moteur. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital militaire du SSA à Bordeaux. C'était à 1 heure de route et j'ai demandé à mon père de venir avec moi. Pourquoi faire, a-t-il dit. Je lui ai dit que j'avais besoin de soutien. Il a froncé les sourcils. Tu es plus forte que ça, Marianne. Tu n'as pas besoin d'un psy pour te dire comment te sentir. Mais quand j'ai insisté, il a accepté. Je crois qu'il pensait que ce serait rapide. 1 heure, une ordonnance, peut-être quelques exercices de respiration, quelque chose de réparable. La veille du rendez-vous, je me suis assise dans mon ancienne chambre et j'ai regardé les photos sur le mur. Moi en tenue de vol à Cognac. Moi serrant la main de mon commandant d'escadron. Moi devant un caracal avec Valérie. Toutes les deux, le visage brûlé par le soleil et souriante. Mon père les avait toutes encadrées. Je me demandais s'il voyait encore la fille qui lui passait les clés à molette ou s'il ne voyait que la version de moi qui le mettait mal à l'aise. À 23 heures, j'étais allongé dans mon lit et je rejouais l'émission. Pas celle qui avait réussi. Les autres, celles où nous étions arrivés trop tard, où les commandos secouaient la tête, où je rentrais avec du sang sur le plancher et le silence sur les communications. J'ai pensé au son, à la façon dont la respiration d'un homme change quand il sait qu'il va mourir, à la façon dont les rotors noient tout sauf son propre pouls. J'ai pensé au fait que mon père ne m'avait jamais demandé ce que j'avais réellement fait là-bas. Il avait posé des questions sur l'appareil, les heures, la logistique, mais jamais sur les missions, jamais sur le coup. Je l'ai entendu en bas parler à ma mère. Sa voix passait par les anciennes bouches de chauffage. Elle ira bien, disait-il. Elle a juste besoin de s'endurcir. Ma mère a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Il a ri. Pas un rire cruel, juste dédaigneux. Ce n'est pas comme si elle avait vu de vrais combats. Elle pilotait des hélicoptères. Ce n'est pas comme si elle était dans l'infanterie. J'ai fixé le plafond et j'ai compté mes respirations. 1, 2, 3. Comme il nous l'avait appris au stage de survie, comme on le fait quand on essaie de ne pas crier. J'ai pensé à lui dire qu'il avait tort. J'ai pensé à lui montrer l'enregistrement, mais une partie de moi savait déjà qu'il ne me croirait pas. Il respectait les soldats, ceux des films et des monuments, mais il ne me voyait pas comme l'une d'entre eux. Il me voyait comme sa fille, et les filles ne rentrent pas brisées. Le lendemain matin, nous avons roulé jusqu'à l'hôpital militaire en silence. Le bâtiment sentait le désinfectant et le café brûlé. Mur beige, lumière fluorescente, le bourdonnement silencieux d'un distributeur automatique dans le coin. Je me suis enregistré à l'accueil pendant que mon père feuilletait un magazine chasseur français, les jambes croisées, la posture détendue. Il avait l'air d'un homme qui attendait une vidange. Le docteur Lemaire nous a appelés à 14 heures. Il avait peut-être 50 ans, des lunettes à monture métallique, le genre de calme qui vient à force d'entendre des choses terribles tous les jours sans sourciller. Il m'a serré la main, puis celle de mon père. « Monsieur Leclerc, merci d'être venu. » Mon père a hoché la tête. Je n'aurais pas manqué ça. Nous nous sommes assis dans le petit bureau, moi sur la chaise la plus proche du bureau, mon père près de la porte. Le docteur Lemaire a ouvert mon dossier et l'a parcouru brièvement. « Capitaine Leclerc, a-t-il dit, vous souffrez de flashbacks, d'hypervigilance et de comportement d'évitement depuis votre retour de votre 2e déploiement. Est-ce exact ?» J'ai hoché la tête. Il a pris une note. « Pouvez-vous me décrire les flashbacks ?» J'ai commencé à répondre, mais mon père m'a interrompu. « Docteur, je dois être honnête avec vous. » Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. « Je pense qu'elle simule.
La pièce est devenue silencieuse. Le docteur Lemaire l'a regardé, puis m'a regardé. Je n'ai pas bougé, pas cligné des yeux. Mon pouls est resté stable, comme quand on vole sous des tirs et qu'on ne peut pas se permettre de réagir. Elle simule, a répété le docteur Lemaire. Pas une question, juste une clarification. Ouais. Mon père a fait un geste vers moi. Écoutez, j'aime ma fille, mais elle a toujours été théâtrale. Même enfant, elle s'écorchait le genou et agissait comme si c'était la fin du monde. Maintenant, elle revient de quelques déploiements et tout d'un coup, elle a un TSPT. Je n'y crois pas, j'ai gardé les yeux sur le bureau. Il y avait une tache de café près du bord, en forme de virgule. Je me suis concentré dessus. Elle fait ça pour attirer l'attention, a continué mon père. J'ai vu de vrais anciens combattants. Des gars d'Indochine, d'Algérie. Ils n'agissent pas comme ça. Ils serrent les dents. Ils vont de l'avant. Elle. Il a fait une pause, cherchant le mot. Elle en profite. Le docteur Lemaire a posé son stylo. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a bougé dans sa posture. Il s'est tourné vers moi. Capitaine, avez-vous quelque chose à dire? J'ai croisé son regard. Non, mon capitaine. Il a hoché la tête lentement. Puis il s'est retourné vers mon père. Monsieur Leclerc, j'aimerais vous montrer quelque chose. Avec la permission de votre fille, il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Le docteur Lemaire a tourné son moniteur pour que nous puissions tous les deux le voir. Il a ouvert un fichier marqué classifié, enregistrement caméra casque. Opération Lame d'acier, région de Gao. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas détourné le regard. Mon père s'est penché plus près, plissant les yeux vers l'écran. Ceci date du deuxième déploiement du capitaine Leclerc, a dit le docteur Lemaire. 14 mars. Un appel MEDEVAC est arrivé à 4h30. Embuscade talibane sur un convoi près de la frontière nigérienne. 3 blessés critiques, 1 tué. L'équipe du capitaine Leclerc était la plus proche. Il a cliqué sur lecture. L'écran s'est rempli d'images granuleuses. Ma vue depuis le cockpit. Le ciel d'avant l'aube. Les montagnes noires sur fond gris. La voix de Valérie sur les communications. Calme et précise. Dragon 39, à 2 minutes. Mes mains sur les commandes, stable. L'affichage tête haute montrant l'altitude, la vitesse, les coordonnées. Puis les traceurs, des traînées lumineuses coupant l'obscurité. Le bruit des balles frappant la carlingue. Des pings métalliques secs. Tir reçu, Valérie. 11h. Ma voix. Reste sur l'approche. L'image a tremblé alors que nous descendions. La zone d'atterrissage était un cauchemar. Véhicule en feu, corps au sol, éclair de départ de feu depuis la crête. Les commandos ont sauté avant même que nous touchions le sol. J'ai gardé les rotors chauds, balayant la zone à la recherche de menaces. Quelqu'un a crié sur les communications. Pas de panique, de la douleur. Les commandos ont traîné un soldat vers l'hélicoptère. Ses jambes avaient disparu sous les genoux. Du sang partout. Un autre soldat a titubé seul, se tenant le cou. L'enregistrement a tout capturé. Le chaos, la poussière, la façon dont le monde se rétrécit aux entrées et sorties. Menace. Réponse. Survivre. Au bout de 30 secondes, mon père a émis un son. Pas tout à fait un hoquet. Quelque chose de plus petit. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Son visage était devenu pâle, sa bouche légèrement ouverte. Ses mains agrippaient les accoudoirs. L'enregistrement a continué. Nous avons décollé sous le feu. Les commandos travaillaient à l'arrière, leurs voix tendues. J'ai besoin de pression ici, maintenant. Il est en arrêt. Reste avec moi, mon frère. Ma voix a percé le bruit. Ici Dragon 39. En approche d'urgence. 2 urgences chirurgicales. Une urgence. État 12 minutes. La voix du contrôleur. Reçu, 39. Autorisé direct. Puis le silence, à l'exception des rotors et des respirations. La mienne. Celle de Valérie. Celle des soldats mourants. Mon père s'est mis à pleurer. Pas bruyamment. Juste des larmes.
lente et régulière. Ses épaules tremblaient. Il ne les a pas essuyées. Il est juste resté assis là, à fixer l'écran. Le docteur Lemaire a laissé la vidéo tourner encore 1 minute, puis l'a mise en pause. Il s'est tourné vers mon père. Cette mission a valu au capitaine Leclerc une croix de la valeur militaire. Elle a volé dans une zone de combat active, a extrait 4 hommes sous un feu ennemi soutenu et les a maintenus en vie assez longtemps pour atteindre un bloc opératoire. 2 d'entre eux ont survécu. Il a fermé le fichier. Ce n'est pas du théâtre, monsieur Leclerc. C'est le combat. Mon père n'a pas répondu. Il a juste fixé l'image figée sur l'écran. Mes mains sur les commandes, stables malgré le chaos. J'ai gardé les yeux droits devant moi. Je ne l'ai pas réconforté. Je ne l'ai pas touché. Je suis juste resté assise là, comme je l'avais fait pendant une centaine de débriefings, et j'ai attendu que ce soit terminé. Mon père a grandi à Châteauroux, à l'époque où c'était encore plus la campagne que la banlieue. Son père travaillait dans le bâtiment, rentrait à la maison avec de la poussière de ciment dans les cheveux et une haleine de pastis. Mon père a appris très tôt que les hommes ne se plaignent pas, ne pleurent pas, ne montrent pas de faiblesse. On répare ce qui est cassé, et si on ne peut pas le réparer, on n'en parle pas. Il a rencontré ma mère à une foire agricole quand il avait 23 ans. Elle tenait le stand de billetterie, et il lui a proposé un rendez-vous en offrant de réparer sa voiture. Ils se sont mariés 6 mois plus tard dans une église avec 20 personnes présentes. Mon frère est né en premier, puis moi, 3 ans plus tard. Mon père voulait un fils pour reprendre le garage, et il en a eu un. Mais mon frère détestait l'odeur d'huile de moteur, détestait la crasse sous ses ongles. Il voulait des mains propres et l'air conditionné. Mon père n'a jamais dit qu'il était déçu, mais je le sentais. J'ai commencé à traîner au garage à l'âge de 7 ans. Je m'asseyais sur un seau renversé et je lui passais les outils, apprenant la différence entre une clé à douille et une clé dynamométrique avant d'apprendre les divisions. Il ne parlait pas beaucoup pendant qu'il travaillait, mais quand il le faisait, c'était pour expliquer comment les choses étaient connectées, comment la pompe à essence alimentait le carburateur, comment la courroie de distribution se synchronisait avec le vilebrequin. Tout avait une logique. Tout avait un but. Quand j'ai eu 14 ans, il m'a laissé remonter seul un moteur de tondeuse. Ça m'a pris 3 week-ends, et quand j'ai enfin réussi à le faire démarrer, il s'est tenu sur le seuil de la porte, les bras croisés, et a hoché la tête. Bien, a-t-il dit. C'était tout. Mais je savais que ça signifiait plus. J'ai décidé de rejoindre l'armée de l'air en première. Le recruteur est venu à l'école en uniforme d'apparat et je l'ai regardé marcher dans le couloir comme si l'air autour de lui appartenait. Je voulais ça, cette certitude, cette droiture. Quand je l'ai dit à mon père, il remplaçait les plaquettes de frein sur un pick-up Peugeot 504. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon et m'a regardé. « T'es sûr ?» J'ai hoché la tête. Il m'a tendu la main et je l'ai serrée. « Alors fais-le bien », a-t-il dit. J'ai reçu ma commission de sous-lieutenant à 22 ans. La cérémonie a eu lieu à l'école de l'air de Salon de Provence, et ma famille a fait 8 heures de route pour me voir prêter serment. Mon père portait une cravate, ce qu'il détestait. Après, il a ajusté le fermoir de mon épaulette sans qu'on le lui demande. Ses mains sentaient le savon de Marseille. Ma mère a pris des photos. Mon frère a fait des blagues sur le fait de devoir me saluer au dîner de Noël. Mon père est juste resté là, les mains dans les poches, à me regarder comme si j'étais un projet qu'il venait de terminer. Niamey a été mon premier vrai déploiement. 9 mois à effectuer des vols d'évacuation médicale depuis une base qui sentait le diesel et la poussière. Les missions étaient simples. Récupérer les blessés, les transporter à l'hôpital militaire, recommencer. J'ai accumulé plus de 100 heures de vol et je suis rentré avec un bronzage et un tas d'histoires que je pouvais raconter au barbecue. Mon père posait des questions sur l'appareil, les mécanos, le rythme des missions. Il envoyait des colis avec du saucisson et des mots croisés. Quand je suis rentré, il a organisé une fête au garage. Ses amis ont bu de la bière et posé des questions, et j'y ai répondu. Tout le monde semblait satisfait. J'ai été promu capitaine à 26 ans. Mon père a appelé pour me féliciter, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Continue comme ça, a-t-il dit. Quand je lui ai annoncé que je repartais en déploiement, cette fois à Gao, il a marqué une pause. Un autre type de mission? J'ai dit oui. Il a dit, tu géreras. Gao, ce n'était pas Niamey. Gao,
c'étaient des insertions à basse altitude dans des zones contestées, volées à travers des tirs traçants avec des hommes blessés qui se vidaient de leur sang à l'arrière. Ma chef de cabine, Valérie, effectuait des sauvetages au combat depuis 6 ans. Elle ne bronchait pas quand les balles frappaient la carlingue. Elle les signalait simplement, tir reçu, 2 heures, et gardait les mains stables. Les commandos à l'arrière étaient pareils. Calmes sous la pression, efficaces. J'ai appris à adopter leur ton, à garder ma voix égale même quand mon cœur essayait de défoncer ma cage thoracique. Nous avons volé sur l'opération Lame d'Acier le 14 mars. Un convoi a heurté un IED près de la frontière nigérienne, puis a subi des tirs nourris depuis une crête. 3 blessés critiques, 1 tué. Nous étions en l'air en 4 minutes. La zone d'atterrissage était chaude, tirs d'armes légères, RPG, la totale. Nous sommes arrivés bas, les rotors soulevant une poussière qui a transformé le monde en parasite. Les commandos ont sauté avant que nous ne touchions le sol. J'ai gardé l'hélico chaud, cherchant les départs de feu. Ils ont ramené 2 hommes, tous 2 avec des morceaux en moins. L'un était conscient, il hurlait. L'autre non. Nous avons décollé sous le feu, et j'ai piloté les 12 minutes les plus rapides de ma vie. 2 d'entre eux ont survécu, 1 non. Celui qui n'a pas survécu avait une femme et une fille. Je l'ai appris plus tard, lors du débriefing. D'habitude, ils ne vous le disent pas, mais quelqu'un l'a mentionné. Et après ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle. La fille, me demandant si elle lui ressemblait. Je suis rentrée différente, pas visiblement. Je me présentais toujours au dîner de famille, je souriais toujours aux blagues de mon père, j'avais toujours l'air de la version de moi-même qui l'attendait, mais le câblage avait changé. Les bruits forts me figeaient. Les foules me donnaient la chair de poule. J'ai arrêté de dormir toute la nuit. Mon père l'a remarqué, mais il n'a rien demandé. Il a juste commencé à faire des commentaires. Des petits. Tu as l'air tendu. Tu n'es pas toi-même. Les soldats sont censés être durs. Je voulais lui dire. Je voulais lui expliquer ce que ça faisait de voler dans une fusillade, d'entendre des hommes mourir sur les communications, d'atterrir à la base et de réaliser qu'on est encore couvert du sang de quelqu'un d'autre. Mais chaque fois que j'essayais, les mots restaient coincés parce que je savais ce qu'il dirait. Il me dirait que j'exagérais. Il me dirait de m'endurcir. Il me comparerait aux hommes qu'il connaissait, les vétérans d'Indochine, les vétérans de la guerre du Golfe, des hommes qui sont rentrés et sont retournés au travail sans se plaindre. Et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il me regarde comme il avait regardé mon frère quand il a quitté le garage. Déçu, résigné. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai appris à cacher les sursauts, à justifier les insomnies, à prétendre que tout allait bien. Et pendant un certain temps, ça a fonctionné. Mon père a arrêté de poser des questions. Ma mère a arrêté de s'inquiéter. Mon frère a arrêté de faire des blagues. Tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde sauf moi. Quand j'ai finalement pris le rendez-vous à l'hôpital militaire, je ne leur ai pas dit pourquoi. J'ai juste dit que j'avais besoin d'un bilan de santé. Mon père a accepté de venir parce qu'il pensait que ce serait une simple routine. Il pensait que je parlerais à un médecin, que j'obtiendrais une ordonnance pour l'anxiété et que je passerais à autre chose. Il ne connaissait pas l'enregistrement. Il ne savait pas ce que je portais. Et quand le docteur Lemaire a passé cette vidéo, quand mon père a vu ce que j'avais vu, quand il a enfin compris, c'est là que tout s'est fissuré. Pas seulement pour lui, pour moi aussi. Parce que j'ai réalisé qu'il n'avait jamais demandé. Depuis tous ces mois que j'étais rentré, il ne m'avait jamais demandé une seule fois ce que j'avais réellement fait là-bas. Il avait posé des questions sur l'appareil, la logistique, les heures, mais jamais sur les missions, jamais sur le coût. Et assise là, à le regarder pleurer, j'ai compris. Il aimait l'idée de moi en tant que soldat, mais il n'avait jamais voulu voir la réalité. Nous n'avons pas parlé sur le chemin du retour. Mon père gardait les mains sur le volant, les yeux fixés sur la route, la mâchoire serrée. Je regardais les collines défiler, la lumière de fin d'après-midi dorant tout. Le silence n'était pas inconfortable. Il était juste lourd, comme si nous portions quelque chose entre nous que ni l'un ni l'autre ne savait comment poser. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, il a coupé le moteur mais n'a pas bougé. J'ai attendu. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai hoché la tête. La plupart des gens ne le savent pas, il a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé.
Je n'aurais pas dû dire. Il s'est arrêté, a recommencé. J'avais tort. Ouais. Il a tressailli. Je crois qu'il s'attendait à ce que j'adoucisse les choses, que je lui donne une porte de sortie, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée assise là, à regarder la maison où j'avais grandi, et j'ai laissé le silence s'étirer. Il a essayé une fois de plus. Je suis désolé, Marianne. Je sais. Il a attendu plus. Comme je n'offrais rien, il est sorti du camion. Je l'ai suivi à l'intérieur. Ma mère préparait le dîner. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, scrutant nos visages. Comment ça s'est passé? Mon père est passé devant elle sans répondre et a disparu dans le garage. J'ai entendu la porte se fermer, puis le son de la radio. Du rock classique, bas et grésillant. Ma mère m'a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'enregistrement. Elle n'a pas demandé quel enregistrement. Elle a juste hoché la tête et s'est retournée vers la cuisinière. Laisse-lui du temps. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé les photos sur le mur. Moi en tenue de vol. Moi avec Valérie. Moi devant le caracal, souriant comme si j'avais compris quelque chose. J'ai regardé cette version de moi-même et je n'ai rien ressenti. Pas de fierté, pas de nostalgie, juste de la distance. Cette nuit-là, j'ai visionné l'enregistrement sur mon ordinateur portable. Je l'avais regardé 2 fois auparavant, une fois pendant le débriefing, une fois seul à 2 heures du matin quand je n'arrivais pas à dormir. Maintenant, je le regardais à nouveau, image par image. J'ai étudié mes mains sur les commandes. La façon dont ma voix restait égale, la façon dont j'avais continué à piloter. Même quand les balles frappaient la carlingue, même quand Valérie signalait des menaces, même quand le soldat à l'arrière a cessé de crier, j'avais tout fait correctement. J'avais suivi tous les protocoles. Je les avais ramenés à la maison. Et ça n'avait pas d'importance parce que ceux qui avaient survécu se réveillaient encore en hurlant, et celui qui n'avait pas survécu était toujours mort. Et j'étais toujours là, à rejouer ça à 23 heures dans ma chambre d'enfant. J'ai pensé au commandement, à son poids. Pas la responsabilité. Ça, je l'avais toujours comprise. Mais l'isolement, la façon dont on prend des décisions en quelques secondes que les gens passeront des années à analyser. La façon dont on porte chaque résultat, bon et mauvais, parce que quelqu'un doit le faire. Je n'avais jamais parlé de ça à mon père. Je n'en avais parlé à personne. Le lendemain matin, je l'ai trouvé dans le garage. Il travaillait sur l'Alpine, la 68 avec le problème de pompe à essence. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré, il a juste continué à bouger ses mains. Je me suis appuyé contre l'établi et je l'ai regardé. Après quelques minutes, il a parlé. Ta mère dit que tu retournes voir le médecin la semaine prochaine. Ouais. Il a hoché la tête, toujours sans me regarder. C'est bien. J'ai attendu. Il a posé la clé et a finalement croisé mon regard. Je lui ai raconté ce que j'ai vu. Elle a dit que j'aurais dû poser plus de questions. Que j'aurais dû écouter. Il a fait une pause. Elle a raison. Probablement. Il a presque souri. Presque. Tu as toujours été honnête. Même quand ça fait mal. Je l'ai appris de toi. Ça l'a arrêté. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Et j'ai réalisé que c'était le cas. Pas la fille qui lui passait les clés. Pas l'officier sur les photos. Juste moi. Qui que ce soit maintenant. Je ne sais pas comment t'aider, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me crois. Il a hoché la tête lentement. Je te crois maintenant. Plus tard dans la journée, mon téléphone a sonné. L'aumônier de l'escadron. J'ai pris l'appel dehors, debout dans l'allée où mon père avait pris ma photo de commission. L'aumônier Morin avait une voix comme du gravier chaud. Il avait fait 3 tours lui-même. Il connaissait les signes. Capitaine, votre évaluation est arrivée. La commission médicale a approuvé votre réaffectation. Vous êtes apte pour un poste d'instructeur en métropole si vous le voulez. J'ai fermé les yeux. Un soulagement mêlé à autre chose. De la résignation peut-être. Quand? 30 jours. Istres. Escadron de formation. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. À l'intérieur,
ma mère mettait la table pour le dîner. Mon père se lavait les mains à l'évier de la cuisine. Mon frère parlait d'un problème d'urbanisme au travail. La routine normale. Sûr. J'ai regardé mon père. Il s'essuyait les mains sur une serviette en me regardant. Je crois qu'il savait ce que l'appel signifiait. Je crois qu'il comprenait que je partais. Que cette fois, ce n'était pas pour un déploiement ou des ordres, mais parce que j'avais besoin de distance avec lui, avec cette maison, avec la version de moi-même que j'avais essayé de maintenir en vie ici. Il a hoché la tête une fois. Une permission peut-être, ou un accusé de réception. Au dîner, je leur ai parlé de la réaffectation. Ma mère a posé des questions. Où, quand, ce que j'allais faire. Mon frère a fait des blagues sur la chaleur d'Istres. Mon père est resté silencieux, poussant la nourriture dans son assiette. Quand tout le monde a eu fini et est parti, il m'a regardé de l'autre côté de la table. Tu ne reviendras pas beaucoup, n'est-ce pas? J'ai pensé à mentir. J'ai décidé de ne pas le faire. Probablement pas, il a encaissé. À cause de ce que j'ai dit? Parce que j'ai besoin d'espace. D'espace par rapport à toi. D'espace par rapport à tout ça. Il a regardé autour de lui dans la cuisine, la même cuisine où j'avais fait mes devoirs, où il m'avait appris à changer une roue, où nous avions célébré chaque promotion et chaque étape. Je ne te blâme pas, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis le rendez-vous, je l'ai cru. Je me suis présenté à la base aérienne 125 d'Istres un mardi de juin. La chaleur frappait comme un mur, sèche, implacable, le genre qui vous cuit les pensées. Je suis entré sur la base avec mes ordres en main, mon sac de sport sur le siège arrière, et un étrange calme s'installant en moi. C'était un mouvement vers l'avant. C'était de la distance. L'escadron de formation était un monde différent. Pas de mission de combat, pas d'évacuation médicale, juste enseigner aux nouveaux pilotes comment voler, comment penser, comment survivre. Mon supérieur était le lieutenant-colonel Marc Renaud, un homme calme d'une quarantaine d'années qui avait fait 4 déploiements et passait maintenant ses journées à former des jeunes à peine assez âgés pour boire. Il m'a serré la main lors de mon intégration et m'a regardé comme le font les bons commandants, voyant au-delà de l'uniforme, le câblage en dessous. J'ai entendu parler de Gao, a-t-il dit. Vous avez fait du bon travail là-bas. Merci, mon colonel. Vous ferez du bon travail ici aussi. Différent, mais ça compte. J'ai hoché la tête. Il m'a donné mon emploi du temps. Cours théorique, instruction en vol, évaluation. Routine, prévisible, sûr. Les élèves avaient 22, 23 ans, fraîchement sortis de l'école de pilotage avec une posture parfaite et une confiance imméritée. Je les ai regardés entrer dans la salle de briefing ce premier matin, tous en uniformes impeccables et avec une énergie nerveuse, et je me suis senti vieille d'au moins 100 ans. Le sergent-chef Thomas Bernard était au premier rang, carnet sorti, stylo prêt. Il me rappelait moi-même à cet âge. Enthousiaste, avide, intact. Je leur ai enseigné les bases, la planification de vol, l'analyse météorologique, les procédures d'urgence. Je ne leur ai pas raconté d'histoire de guerre. Je n'en avais pas besoin. Ils apprendraient assez tôt. Ou ils n'apprendraient pas, et ils resteraient ici, en sécurité, à former la prochaine génération. De toute façon, ce n'était pas mon travail de leur faire peur. C'était mon travail de les préparer. Les flashbacks ne se sont pas arrêtés. Ils ont juste changé de forme. Je pouvais être au milieu d'un briefing et quelqu'un faisait tomber un classeur, et soudain j'étais de retour dans le cockpit. Les balles frappant la carlingue. Valérie signalant les menaces. J'ai appris à le cacher. Pause. Respiration. Continuer. Les élèves n'ont jamais rien remarqué. Renaud si, mais il n'en a jamais parlé. Il a juste commencé à prendre de mes nouvelles plus souvent. Des conversations informelles qui me donnaient l'espace pour décompresser. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Une citation pour acte de bravoure signée par le commandant d'escadron de Gao. Elle citait spécifiquement l'opération Lame d'Acier. La croix de la valeur militaire que j'avais méritée avait enfin été traitée et maintenant il voulait organiser une petite cérémonie. Rien de grand, juste le commandement de la base, quelques membres de l'escadron, les formalités habituelles. J'ai failli refuser, mais Renaud m'a prise à part. Vous l'avez mérité, capitaine. Laissez-les honorer ça. La cérémonie a eu lieu à 9 h un vendredi.
Ils se sont rassemblés devant le bâtiment de l'escadron, peut-être 30 personnes. Renaud a lu la citation à voix haute, les dates, les détails de la mission, le résumé clinique de ce que nous avions fait. Il l'a lu avec ce ton plat et professionnel que les officiers utilisent lorsqu'ils décrivent quelque chose de terrible. Quand il a eu fini, il a épinglé la médaille sur mon uniforme et a salué. J'ai salué en retour. Tout le monde a applaudi. Je suis resté là, ne ressentant rien. Après, Renaud m'a tendu son téléphone. Ton père a regardé la diffusion en direct. J'ai regardé l'écran. Il y avait un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Juste 4 mots. Tu avais l'air fier. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai tapé en retour, merci. Et rien de plus. J'ai rendu le téléphone à Renaud et je suis allé à ma voiture. Je me suis assise sur le siège du conducteur, moteur éteint, et j'ai laissé la chaleur monter. La médaille était lourde sur ma poitrine. Pas physiquement, juste présente. Un rappel de quelque chose que j'avais fait, de quelque chose auquel j'avais survécu, de quelque chose que mon père avait enfin vu. Je ne me sentais pas fier. Je me sentais fatigué. Mais peut-être que c'était suffisant. Au cours des mois suivants, mon père a envoyé d'autres messages, des messages courts. J'ai vu ton nom dans le bulletin de la base. Ta mère dit que tu vas bien. J'espère que la Provence te traite bien. J'ai répondu à la plupart d'entre eux. Pas de longues réponses, juste des accusés de réception. Oui, merci. Je vais bien. Il n'a pas insisté. N'a pas demandé quand je viendrais. N'a pas essayé de reconstruire ce que nous avions eu. Je crois qu'il a compris que certaines choses ne se reconstruisent pas. Elles sont simplement remplacées par quelque chose de différent. Quelque chose de plus calme. Quelque chose qui correspond aux personnes que vous êtes devenues. Le TSPT était toujours là. Il n'a pas disparu parce que j'avais déménagé, ou parce que j'avais été décoré, ou parce que mon père avait enfin compris. Mais il s'est intégré. J'ai appris sa forme, ses déclencheurs, ses schémas. J'ai appris à le gérer comme on gère n'importe quelle maladie chronique, avec de la discipline, de la routine et un mauvais jour occasionnel. La médecin militaire à Istres était meilleure que celle de Bordeaux. Elle n'a pas posé de questions sur mon père. Elle s'est juste concentrée sur le travail. TCC, thérapie d'exposition, médicaments quand j'en avais besoin. Lentement, progressivement, j'ai commencé à dormir toute la nuit. Bernard a été major de sa promotion. Je lui ai serré la main lors de la cérémonie et je lui ai dit de rester vigilant. Il m'a remercié, sincère et jeune, et je me suis demandé s'il finirait comme moi, ou comme Valérie, ou comme le soldat qui n'avait pas survécu. On ne sait jamais avant que ça n'arrive. Renaud m'a convoqué dans son bureau un après-midi et m'a dit que j'avais été sélectionné pour une promotion. Commandant. La commission s'était réunie, avait examiné mon dossier et m'avait fait passer. J'arborerai le galon doré dans 6 mois. Félicitations, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Merci, mon colonel. Vous l'avez mérité. Pas seulement le grade, le respect. Je l'ai cru. Pas à cause de la médaille ou de la promotion, mais parce que j'avais fait le travail. J'avais effectué les missions. J'avais porté le fardeau. J'avais survécu. Et maintenant, j'apprenais aux autres à faire de même. Ça comptait, peut-être plus que le combat ne l'avait jamais fait. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 3e sonnerie. Marianne. Salut, tout va bien? Oui, je voulais juste te dire que j'ai été promu commandant. Silence. Puis, doucement, c'est génial, ma grande. Vraiment génial. Merci. Une autre pause. Tu rentres bientôt à la maison? J'y ai pensé. Peut-être. Pas encore. D'accord. Il n'avait pas l'air blessé, juste résigné. Quand tu seras prête. Ouais. Nous avons raccroché. Je me suis assise sur mon canapé dans mon petit appartement hors base, à ne regarder rien, et j'ai senti le poids se déplacer. Pas disparu, juste redistribué. Mon père comprenait maintenant, et je le comprenais. Nous n'étions pas réparés, mais nous étions réels. Et peut-être que c'était le mieux que nous puissions obtenir. Une année a passé, puis une autre. J'ai été promu commandant et j'ai pris la tête de la section d'instruction au sauvetage au combat.
Les élèves continuaient d'arriver, jeunes, enthousiastes, inconscients de ce qui les attendait. Je leur ai appris tout ce que je pouvais. Certaines choses ont été retenues, d'autres non. C'était le travail. Mon père a commencé à faire du bénévolat au service des anciens combattants. Ma mère me l'a dit dans un email. Il s'était inscrit pour aider à l'atelier d'équipement, réparant des fauteuils roulants, des déambulateurs, faisant le sale boulot qui fait tourner l'endroit. Elle a dit qu'il n'en parlait pas beaucoup, mais qu'il y allait tous les mardis et jeudis, aussi régulier qu'une horloge. Je n'ai pas commenté, j'ai juste classé l'information. Information sans jugement. Le 11 novembre est arrivé et la base a organisé une cérémonie. Discours, présentation du drapeau, le rituel habituel. Je me tenais à l'arrière, écoutant à moitié, quand je l'ai vu. Mon père, debout près du parking, portant une épinglette d'unité sur sa veste. Mon unité, celle de Gao. Après la cérémonie, je me suis approché. Il m'a vu venir et s'est redressé, les mains le long du corps. Je me suis arrêté à quelques mètres. Je ne savais pas que tu venais, ai-je dit. Je n'étais pas sûr si je devais. Il a jeté un coup d'œil à l'épinglette. J'ai eu ça chez les anciens combattants. Un gars que j'aidais. Il a servi dans ton escadron. Il a dit que tu lui avais sauvé la vie. Le 14 mars. Opération Lame d'Acier. Je n'ai pas réagi. Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas demandé de détails. Il a continué. Je me suis dit que si tu voulais m'en parler, tu le ferais. Mais je voulais que tu saches que je sais maintenant ce que tu as fait, ce que ça a coûté. J'ai hoché la tête. D'accord. Il a changé de poids, mal à l'aise. Je vais chez les anciens combattants, j'aide, je parle aux gars, j'apprends. Il a fait une pause. Ça ne répare pas ce que j'ai dit. Je le sais, mais j'essaie. Je vois ça. Il m'a regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu autre chose que de la fierté ou de la déception. J'ai vu du respect. Durement gagné, réticent, mais réel. Je suis fier de toi, a-t-il dit doucement. Pas pour les médailles. Parce que tu es toujours là, à faire le travail. J'ai senti quelque chose se fissurer, juste un peu. Pas se briser, juste se déplacer. Merci. Nous sommes restés là un moment, ni l'un ni l'autre ne sachant quoi faire ensuite. Finalement, il a fait un geste vers le parking. Tu as le temps de déjeuner? J'y ai pensé, à la distance que j'avais construite, au mur que j'avais renforcé, à l'espace dont j'avais eu besoin, et j'ai réalisé que c'était toujours là. La distance, les murs, mais ils n'avaient pas à être permanents. Ouais, ai-je dit. J'ai le temps. Nous avons marché jusqu'à son camion en silence. Il l'a déverrouillé et nous sommes montés. L'habitacle sentait l'huile de moteur et le café, une familiarité qui faisait mal. Il a démarré le moteur, puis m'a regardé. Où ça? J'ai haussé les épaules. Quelque part de calme. Il a hoché la tête et a quitté le parking. Nous avons roulé sous la chaleur provençale, le paysage plat et sans fin. Et j'ai regardé la route devant moi. Pas la maison. Pas encore, mais en avant. Et pour l'instant, c'était suffisant. Aujourd'hui. J'ai 41 ans. Lieutenant-colonel Marianne Leclerc, armée de l'air et de l'espace. Actuellement affectée à la base aérienne de Mont-de-Marsan en tant que directrice des tactiques de sauvetage avancées. Je suis engagé depuis 17 ans. Je ferai probablement 20 ans, peut-être plus. L'uniforme me va toujours, même si le grade a changé. Les missions ont changé aussi. Je ne vole plus en combat. Je l'enseigne. Je l'étudie. Je l'archive. Chaque année, je donne un cours sur la prise de décision opérationnelle sous le feu. C'est obligatoire pour tous les nouveaux officiers de sauvetage au combat. Le 3e jour, nous regardons des enregistrements. Pas Hollywood, pas des simulations. Des enregistrements réels de caméras casques de mission réelle. Les élèves sont assis dans l'auditorium sombre, carnet sorti, essayant d'avoir l'air calme. Ils ne sont pas prêts. Personne ne l'est jamais. Je me tiens au fond de la salle et je présente l'étude de cas. Voici le cas 07, opération Lame d'Acier, 14 mars, région de Gao. Embuscade talibane, 3 urgences chirurgicales, 1 tué. Le pilote était capitaine à l'époque.
L'appareil a subi des tirs nourris pendant l'approche et l'extraction. 2 des blessés ont survécu. 1 non. Je fais une pause. Observez les points de décision, faites attention à la communication, notez ce qui est dit et ce qui ne l'est pas. Je ne leur dis pas que je suis le pilote. Pas encore. Laissez-les d'abord regarder. Laissez-les le voir de manière froide. Clinique, distante. Laissez-les penser que c'est de l'histoire. L'enregistrement se lance. Au bout de 30 secondes, quelqu'un bouge toujours sur son siège. Au bout d'1 minute, quelqu'un prend des notes plus rapidement. À la fin, la salle est silencieuse. Quand les lumières se rallument, je marche vers l'avant. Ils me regardent tous, attendant une analyse, des leçons apprises, le résumé net qui relie tout. Au lieu de ça, je dis, ce que vous venez de voir n'était pas de l'héroïsme. C'était la réalité. C'était un équipage faisant son travail dans des conditions impossibles parce que c'est ce que la mission exigeait. Certains d'entre vous effectueront des missions comme celle-ci. D'autres non. Quoi qu'il en soit, vous devez comprendre que c'est à ça que ça ressemble quand tout fonctionne et que des gens meurent quand même. Ils notent ça. Je les laisse poser des questions. Des mains se lèvent. Je réponds une par une, factuellement et précisément. Je n'offre pas de réconfort. Je n'édulcore rien. Je leur dis juste la vérité parce que c'est ce dont ils ont besoin. Après le cours, je retourne à mon bureau. Un message m'attend. Mon père. J'ai regardé ta conférence en ligne. Tu es une sacrée prof, je souris, juste un peu, et je réponds par SMS. J'ai appris du meilleur. Ce n'est pas du pardon. Ce n'est pas de la réconciliation. C'est juste la vérité. Il m'a appris à réparer des choses, à comprendre les systèmes, à voir la logique dans le chaos. J'ai pris ça et je l'ai appliqué au pilotage, au commandement, à la survie. Il m'a donné les outils. Je les ai juste utilisés d'une manière qu'il n'attendait pas. Parfois, il me rend visite. Pas souvent, peut-être 2 fois par an. Il prend l'avion, loue une voiture, séjourne dans un hôtel près de la base. Nous dînons. Nous parlons de travail, de son bénévolat, de mon enseignement. Nous évitons les sujets profonds, les aspérités, les choses qui font encore mal. Mais nous sommes présents. C'est déjà quelque chose. Le 11 novembre dernier, il est de nouveau venu à la cérémonie. Après, nous nous sommes tenus sur le parking. Le soleil des Landes, brutal et brillant. Il avait l'air plus vieux, plus gris, plus lent. Les mains du mécanicien commençaient enfin à trembler. Mais il se tenait droit. Et quand j'ai salué le drapeau, il l'a fait aussi. Tu le regrettes parfois, a-t-il demandé. Regretter quoi? L'armée, les déploiements, tout ça. J'y ai pensé. À Gao. Aux soldats qui n'ont pas survécu. À ceux qui ont survécu. Aux élèves que j'ai formés, aux missions que j'ai effectuées. À la personne que je suis devenue. Non, ai-je dit. Je ne regrette pas, il a hoché la tête. Bien. Nous sommes restés là un moment de plus, sans dire grand-chose, juste en étant présents. Finalement, il a regardé sa montre. Je devrais y aller. Mon vol est à 18 heures. Fais attention sur la route. Il s'est dirigé vers sa voiture de location, puis s'est arrêté. S'est retourné. Tu sais que je suis fier de toi, n'est-ce pas? Oui, je sais. Pas seulement pour le grade, pas seulement pour les médailles. Pour tout. Pour qui tu es. J'ai croisé son regard. Je sais, papa. Il a hoché la tête une fois, puis est monté dans la voiture et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner. La chaleur du désert miroitant sur l'asphalte, et j'ai ressenti quelque chose de subtil. Pas une conclusion, pas une guérison, juste la paix. Le genre de paix qui vient quand on est enfin vu pour exactement qui on est. À l'intérieur, mon téléphone a vibré. Un autre élève avec des questions sur l'enregistrement. J'ai répondu. Professionnel et clair. Et je suis retourné vers le bâtiment de formation. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'orange et de violet. Et j'ai pensé à tous les couchers de soleil que j'avais vus, sur Niamey, sur Gao, sur Istres, sur Mont-de-Marsan. Chacun différent. Chacun la preuve que j'avais survécu à un autre jour. Le respect ne vient pas des médailles.
Il ne vient pas du grade, de la reconnaissance ou des choses que les gens disent lors des cérémonies. Il vient du fait d'être vu. Vraiment vu, pour ce que vous avez fait, ce que vous avez survécu, ce que vous êtes devenu. Mon père me voit maintenant. Ça a pris des années. Ça a demandé de la douleur. Ça a demandé une vidéo de 30 secondes du pire jour de ma vie. Mais il me voit, et ça, finalement, c'est suffisant. Je suis entré dans le bâtiment, j'ai dépassé les photos des anciens commandants, j'ai dépassé la vitrine avec les citations d'unité et les plaques. Mon nom est sur l'une d'elles maintenant. Lieutenant-colonel Marianne Leclerc, directrice des tactiques de sauvetage avancées. C'est juste un nom sur un mur, mais c'est le mien. Mérité, honnête, réel. Je vais à mon bureau, j'ouvre mon ordinateur portable et je commence à préparer la conférence de demain. Il y a toujours une autre promotion. Toujours un autre groupe de jeunes officiers qui doivent apprendre ce que j'ai appris. Certains écouteront, d'autres non. Certains finiront comme moi, d'autres finiront moins bien. Ce n'est pas à moi de décider. Je leur donne juste les outils et j'espère qu'ils les utiliseront correctement. Dehors, la base se tait alors que le soleil passe sous l'horizon. Le drapeau descend. La sonnerie aux morts retentit. Je me tiens à ma fenêtre et je regarde, la main sur le cœur, comme je l'ai fait 1000 fois auparavant. Et quand c'est fini, je me remets au travail. J'enseigne le K07 chaque année. Et chaque année, c'est un peu plus facile. Pas parce que l'enregistrement change, il ne change pas, mais parce que j'ai appris à me séparer de lui. La femme sur cet écran, c'est moi, mais ce n'est pas moi non plus. Elle a 28 ans, elle vole en enfer avec des mains stables et une voix qui ne tremble pas. J'ai 41 ans maintenant, debout dans un auditorium climatisé avec une télécommande et un plan de cours. Nous sommes connectés, bien sûr, mais nous ne sommes pas la même personne. Les élèves ne le savent pas au début. Ils voient l'enregistrement et pensent que c'est de l'histoire ancienne. Quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre dans une guerre dont ils se souviennent à peine. Puis je leur dis que c'était moi. 14 mars, 4h30. J'étais le pilote, et l'ambiance dans la salle change. Soudain, ce n'est plus de l'histoire. C'est juste en face d'eux, assez proche pour être touché. Certains d'entre eux posent les questions difficiles. Comment êtes-vous resté calme? À quoi pensiez-vous? Comment vit-on avec celui qui n'a pas survécu? Je réponds honnêtement. On reste calme parce que s'effondrer n'est pas une option. On pense aux 30 prochaines secondes, pas aux 30 prochaines années. Et on vit avec, comme on vit avec n'importe quoi. Un jour à la fois, parfois une heure, parfois une respiration. Ils notent tout, comme si c'était parole d'évangile. Je veux leur dire que ce n'est pas le cas. Qu'il n'y a pas de formule, pas de réponse parfaite, pas de moyen de se préparer au moment où tout va mal et où vous êtes le seul à pouvoir arranger les choses. Mais ils ont besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Alors je leur donne ce que je peux. Après une conférence, une lieutenant nommée Sarah Paris est restée. Elle était petite, précise, le genre de pilote qui code par couleur son sac de vol. Elle a attendu que tout le monde soit parti, puis s'est approchée de mon bureau. Mon colonel, puis-je vous poser une question, en off? Allez-y, avez-vous encore des cauchemars? Je l'ai regardée. Elle ne demandait pas par curiosité. Elle demandait parce qu'elle avait besoin de savoir s'il était possible de survivre à ce travail et d'être encore entière. Oui, ai-je dit. Pas aussi souvent, mais oui. Elle a hoché la tête lentement. Et vous volez toujours? J'enseigne toujours. Est-ce que c'est suffisant? J'y ai pensé, aux années que j'ai passées dans le cockpit. Aux missions qui m'ont défini. À la transition vers le poste d'instructeur qui a d'abord ressemblé à une défaite, puis lentement à un but. Ça doit l'être, ai-je dit. Elle est partie après ça, et je suis resté seul dans l'auditorium vide, l'image figée de l'opération Lame d'acier toujours à l'écran, mes mains sur les commandes, Valérie à côté de moi, le chaos en dessous. J'ai éteint le projecteur et je suis sorti, laissant tout derrière moi jusqu'à la prochaine fois. Mon père appelle toutes les quelques semaines maintenant, pas pour prendre de mes nouvelles. Il a appris que ça ne marche pas, mais juste pour parler. Il me parle des anciens combattants, des vétérans qu'il a rencontrés, des choses qu'il apprend. Il ne s'excuse plus. Nous avons dépassé ça. Il est juste présent, de manière constante, et ça vaut plus que n'importe quelle excuse. Le mois dernier, il m'a parlé d'un gars nommé Martino. 34 ans, armé de terre,
3 tours en Irak, a perdu ses 2 jambes à cause d'un IED et est rentré pour trouver une femme qu'il a quittée et un système de santé militaire qui le reconnaissait à peine. Mon père l'a rencontré à l'atelier d'équipement où Martino attendait une réparation de fauteuil roulant qui avait 2 mois de retard. Je l'ai réparé en 1 heure, a dit mon père. Le cadre était tordu. Réparation simple, mais personne n'avait pris la peine de regarder. C'est bien, ai-je dit. Il m'a posé des questions sur l'épinglette, celle de ton escadron. Je lui ai parlé de toi, de l'enregistrement. Il a dit qu'il avait entendu parler de l'opération Lame d'Acier. Il a dit que c'était célèbre dans les cercles de sauvetage. Mon père a fait une pause. Il t'a appelé une légende. J'ai presque ri. Je ne suis pas une légende, papa. Je suis juste quelqu'un qui a fait son travail. C'est ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas cru. Il a dit, quiconque vole dans une embuscade pour sortir des gens est une légende, qu'il le veuille ou non. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors j'ai juste changé de sujet. J'ai demandé des nouvelles de maman, du garage, de n'importe quoi d'autre. Mais plus tard, seul dans mon logement, j'ai pensé à Martino. À ce que signifie être une légende pour quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. À la façon dont les histoires grandissent en étant racontées jusqu'à ce que la personne dans l'histoire ne se reconnaisse plus. Je ne suis pas une légende. Je suis une lieutenant-colonel qui donne des cours, remplit des rapports et boit trop de café. Je suis une fille qui parle à son père 1 fois par mois et rentre à la maison 1 fois par an. Je suis une survivante de quelque chose qui m'a brisé et qui, lentement, a fait de moi quelqu'un de différent. Meilleur ? Je ne sais pas différente. C'est suffisant. Renaud a pris sa retraite l'année dernière. Il y a eu une cérémonie, le genre avec des discours, des plaques et une formation qui est restée sous le soleil des Landes pendant 45 minutes. Je me suis assise au premier rang et j'ai écouté les gens parler de sa carrière, de son leadership, de son impact. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai été brève. Le colonel Renaud m'a appris que la survie n'est pas la même chose que la guérison. Que l'on peut être bon dans son travail et être encore brisé. Qu'il est normal de demander de l'aide même quand tout en vous dit que vous devriez être capable de gérer seul. J'ai fait une pause. Il n'a jamais dit ces choses à voix haute. Il les a juste vécues, et ça a fait toute la différence. Après, il m'a serré la main. Tu vas t'en sortir, Marianne. Mieux que bien. Vous croyez? Je le sais. Tu as compris le plus difficile. Comment continuer quand tout en toi veut s'arrêter? Il avait raison. J'ai continué. Pas parce que je suis courageuse ou résiliente ou l'un des mots que les gens utilisent lors des cérémonies, mais parce que s'arrêter n'est pas une option. Il y a des élèves à former, des missions à planifier, des systèmes à améliorer. Il y a du travail à faire, et je suis bonne à ça. Ça doit être suffisant. La semaine dernière, j'ai reçu un email de Valérie. Elle est commandant maintenant, stationnée à Djibouti, effectuant des missions d'évacuation médicale en Afrique. Nous ne parlons pas souvent, mais quand nous le faisons, c'est facile. Elle ne demande pas comment je vais. Elle me dit juste sur quoi elle travaille, et je lui dis la même chose, et nous existons dans cet espace où le traumatisme n'a pas besoin d'être discuté parce que c'est juste une partie du paysage. Tu penses parfois à remonter dans le cockpit, a-t-elle demandé dans son dernier email. Parfois. Mais tu ne le feras pas, non. À cause du TSPT? Parce que je suis meilleur à ça. Elle n'a pas discuté. A juste renvoyé une seule ligne. Logique. J'ai imprimé l'email et l'ai épinglé sur mon tableau de liège à côté de la lettre de citation et d'une photo de mon équipage de Gao. Nous sommes debout devant le Caracal, poussiéreux et épuisés, et quelqu'un nous a fait sourire pour la caméra. Je ne me souviens pas qui l'a prise, mais je me souviens de ce jour. Le 15 mars, le lendemain de Lame d'Acier. Nous en avions perdu un, sauvé 2, et tout le monde essayait de prétendre que c'était une victoire. Ce n'était pas une victoire. C'était juste ce qui s'était passé. Et nous avons continué à voler. L'enregistrement vit maintenant dans des archives, avec des centaines d'autres missions d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie, de tous les endroits où nous nous sommes battus au cours des 20 dernières années. Parfois, d'autres instructeurs l'utilisent dans leurs cours. Parfois, j'en entends parler indirectement. Quelqu'un mentionne le K-07 et je hoche la tête sans rien dire. Il ne m'appartient plus. Il appartient à l'armée de l'air, à la filière de formation, à la prochaine génération qui essaie de comprendre comment survivre.
Mon père m'a demandé une fois si ça me dérangeait, de savoir que des étrangers regardent le pire moment de ma vie. Ce n'était pas le pire moment, ai-je dit. Le pire moment, c'était 3 jours plus tard, quand nous avons reçu la notification de décès et que j'ai dû rédiger le rapport. L'enregistrement n'est qu'un document. Il y a réfléchi. Quand même, c'est personnel. Tout dans ce travail est personnel. On apprend juste à compartimenter. Il a hoché la tête et nous sommes passés à autre chose. Mais j'y ai pensé plus tard, à ce que cela signifie que votre traumatisme soit transformé en outil pédagogique, votre pire journée réduite à 30 secondes de vidéo et à une série de points. Ça devrait me déranger. Peut-être que c'est le cas. Mais surtout, je suis juste contente que ce soit utile. Contente que quelque chose de bien soit sorti de quelque chose de terrible. C'est le meilleur que l'on puisse espérer. Cette année, à l'anniversaire de l'opération Lame d'Acier, j'ai pris ma journée. J'ai conduit jusqu'aux Calanques de Marseille et j'ai parcouru l'un des sentiers que je courais quand je suis arrivé en Provence. Le maquis était silencieux, juste le vent, la roche et le son lointain des avions de chasse d'Istres. Je me suis assise sur un promontoire et j'ai regardé le ciel. Et j'ai pensé à la mission. Aux 3 hommes que nous avons sortis. À celui que nous n'avons pas sorti. À Valérie et au commando et à tous ceux qui ont fait leur travail ce jour-là. Même si ce n'était pas suffisant. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure plus à ce sujet. Je suis juste restée assise là et je l'ai reconnu. Comme on reconnaît une cicatrice. Ça fait partie de moi. Ça m'a façonné, mais ça ne me définit pas. Quand je suis rentré à la maison, il y avait un message de mon père. Je pense à toi aujourd'hui. J'ai répondu par SMS, merci. Il n'a pas insisté pour en savoir plus. Il a appris. Cette nuit-là, j'ai visionné l'enregistrement une dernière fois. Je ne le fais pas souvent. Peut-être une fois par an, si ce n'est moins, mais parfois j'ai besoin de le voir pour me souvenir de qui j'étais, de ce que j'ai fait, de pourquoi c'était important. J'ai regardé mes mains sur les commandes, stables malgré le chaos. J'ai écouté ma voix sur les communications, calme et directive. J'ai vu la façon dont Valérie bougeait, efficace et concentrée, et la façon dont les commandos travaillaient à l'arrière, se battant pour sauver des vies, même si le monde explosait autour d'eux. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne ressens pas habituellement. De la fierté. Pas dans le résultat. Je ne serai jamais fier d'avoir perdu quelqu'un. Mais dans l'effort, dans la discipline, dans le fait que nous sommes allés là où personne d'autre n'irait et que nous avons ramené des gens à la maison, et que nous l'avons fait correctement. C'est sur ça que se construit le respect. Pas les médailles, les citations ou les discours lors des cérémonies, mais la connaissance tranquille que, quand ça comptait, vous avez répondu présent. Vous avez fait le travail. Vous avez porté le fardeau. Et vous avez continué. Mon père comprend ça maintenant. Ça lui a pris des années, mais il a compris. Et c'est pourquoi, quand il vient me voir, nous ne parlons pas du passé. Nous parlons du travail. Son travail auprès des anciens combattants, mon travail de formation des pilotes, les petites manières progressives dont nous essayons tous les deux d'améliorer les choses. Ce n'est pas de la rédemption, ce n'est pas une conclusion, c'est juste 2 personnes liées par le sang, l'histoire et une vidéo qui a tout changé, essayant de faire le bien dans le monde. Et d'une manière ou d'une autre, c'est suffisant. 10 ans plus tard. J'ai 51 ans, colonel plein maintenant, même si je me vois encore comme commandant la moitié du temps. La promotion est arrivée il y a 3 ans. Silencieuse et attendue. Le genre de choses qui arrivent quand on reste assez longtemps et qu'on ne fait pas de vagues. Je commande l'escadre de formation au sauvetage au combat à Mont-de-Marsan. 3 escadrons, 200 personnes, la responsabilité de chaque pilote et membre d'équipage de sauvetage qui passe par la filière. C'est un travail de bureau, principalement de la paperasse, de la politique et des réunions sans fin sur les budgets et les indicateurs de préparation. Mais c'est le mien. Mon père a 76 ans. Il fait toujours du bénévolat chez les anciens combattants, bien qu'il ne le fasse plus qu'1 jour par semaine maintenant. Ses mains tremblent plus qu'avant, l'arthrite s'installant après 40 ans à serrer des clés. Mais il se présente tous les jeudis matins à 8 heures, et il répare ce qui doit être réparé. Les vétérans le connaissent par son nom. Quand je viens, il me raconte des histoires. Comment François a aidé à ajuster une prothèse. Comment il a bricolé un fauteuil roulant pour qu'il puisse supporter la neige des Pyrénées. Comment il s'assoit avec les nouveaux et écoute, tout simplement. Il ne parle pas de sa fille,
la colonelle. Il fait juste le travail. Le mois dernier, j'ai pris l'avion pour son anniversaire. Pas un cap, juste 76 ans, juste une autre année. Mais ma mère a appelé et a dit que ça signifierait quelque chose si je venais, alors je suis venu. J'ai pris une permission, réservé un vol pour Bordeaux, loué une voiture à l'aéroport. La route jusqu'à Châteauroux m'a semblé plus longue que dans mon souvenir. Le paysage à la fois familier et étranger. La ville a grandi. De nouveaux lotissements là où il y avait des champs. Un Starbucks là où se trouvait l'ancien magasin de fournitures agricoles. Mais le garage est toujours là. Même enseigne. Même porte de bail. Maintenant tenue par un gars que mon père a formé il y a 20 ans. Je me suis garé dans l'allée à 18h. Ma mère était dans le jardin et elle s'est levée quand elle m'a vu, enlevant la terre de ses genoux. Nous nous sommes étreintes et elle a tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Il est dans le garage, a-t-elle dit. Bien sûr qu'il y était. Je l'ai trouvé assis sur un tabouret, travaillant sur quelque chose de petit. Une horloge peut-être, ou une radio. Le garage sentait la même chose. Huile de moteur, vieux café et sciure de bois. Il a levé les yeux quand je suis entré et son visage a fait quelque chose que je n'avais vu que quelques fois. Du soulagement peut-être, ou juste du bonheur. Tu es là, a-t-il dit. Je n'aurais pas manqué ça. Il a posé le tournevis et s'est levé lentement, les articulations protestant. Nous nous sommes serrés la main comme nous le faisons toujours. Et puis, pour la première fois depuis des années, il m'a prise dans ses bras. Bref, maladroit, réel. Content de te voir, ma grande. Toi aussi, papa. Nous avons passé la soirée comme nous le faisons toujours maintenant. Dîner avec maman, mon frère, sa femme et leurs 2 enfants. Les enfants sont adolescents maintenant, bruyants, pleins d'opinions et collés à leur téléphone. Mon frère travaille pour la région, quelque chose à voir avec la réglementation environnementale. Nous n'avons pas grand-chose en commun, mais nous sommes civilisés, polis. Il me pose des questions sur l'armée de l'air, et je lui donne la version édulcorée. Il parle de son travail, et je hoche la tête au bon moment. Après le dîner, mon père et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière. Le soleil se couchait, le ciel devenant violet et orange, et nous n'avons pas parlé pendant un long moment. Juste assis là avec des bières que nous ne buvions pas vraiment, regardant la lumière s'estomper. Tu penses parfois à la retraite, a-t-il finalement demandé. Parfois. Mais tu ne le feras pas encore. Peut-être à 30 ans de service. Peut-être plus. Il a hoché la tête. Tu es bonne dans ce que tu fais. Toi aussi tu l'étais. Il a souri un peu. Un autre type de travail. Même principe. Réparer ce qui est cassé. Enseigner à la prochaine génération. Être présent tous les jours. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il mesurait quelque chose. Pas un jugement, juste une évaluation. Tu t'en es bien sorti, Marianne. C'est un grand compliment. Je le pense. Après tout, après ce que j'ai dit, après ce que tu as traversé, tu t'en es mieux que bien sorti. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors j'ai juste hoché la tête. Nous sommes restés en silence un moment de plus, puis il a posé la question que j'attendais. Tu regardes encore l'enregistrement de temps en temps. Est-ce que ça te dérange encore? J'y ai pensé, à la dernière fois que je l'avais regardé, il y a 6 mois, lors d'une revue de formation. À quel point c'était clinique maintenant, comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. Non, pas comme avant. Bien. Il a fait une pause. Je l'ai regardé à nouveau la semaine dernière, chez les anciens combattants. Un des gars m'a posé des questions et je l'ai sorti sur mon téléphone. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que je voulais me souvenir. Pas seulement de ce qui s'est passé, mais de ce que je n'ai pas vu, de ce que j'ai refusé de voir. Il a posé sa bière. J'avais tort, Marianne. Pas seulement à propos du TSPT, à propos de tout. Je voulais que tu sois forte, de la manière dont je comprenais la force. Je n'ai pas réalisé que tu l'étais déjà. Papa. Laisse-moi finir. Sa voix était stable, mais pas ses mains. J'ai passé 10 ans à essayer de me racheter pour ce que j'ai dit dans ce bureau, à faire du bénévolat, à écouter, à apprendre, et je pensais que c'était peut-être suffisant. Mais la semaine dernière, en regardant à nouveau cet enregistrement, j'ai réalisé qu'il ne s'agit pas de se racheter.
Il s'agit de comprendre ce que tu portes, ce que tu as toujours porté. Et je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps à le voir. J'ai senti quelque chose s'ouvrir. Juste un peu. Pas se briser, juste s'adoucir. Tu as été présent, papa. Depuis 10 ans. C'est plus qu'une excuse. Est-ce que c'est suffisant? Je l'ai regardé. Cet homme qui m'a appris à réparer des moteurs, à faire confiance au système, à garder la tête baissée et à travailler dur. Cet homme qui m'a brisé le cœur et a ensuite passé une décennie à essayer de regagner quelque chose qu'il pensait avoir perdu. Et j'ai réalisé qu'il ne l'avait pas perdu. Ça avait juste changé de forme. Ouais, ai-je dit. C'est suffisant. Ses yeux se sont embués, mais il n'a pas pleuré. A juste hoché la tête et a détourné le regard, vers la cour où je jouais quand j'étais enfant. Tu es une sacrée officier, Marianne. Une sacrée personne. J'ai appris du meilleur. Il a ri, un rire court et silencieux. Je ne sais pas pour ça. Nous avons fini nos bières et sommes rentrés. Le lendemain matin, je l'ai conduit à son poste de bénévole. Je ne l'avais jamais vu travailler auparavant, je ne l'avais jamais regardé interagir avec les vétérans, je n'avais jamais vu la version de lui qui existait dans cet espace. Je me suis assise dans la salle d'attente et j'ai observé. Il se déplaçait plus lentement qu'avant, mais avec la même précision. Un jeune est entré avec un déambulateur qui ne se verrouillait pas correctement. Mon père l'a démonté, a identifié le problème, une goupille usée, et a fabriqué un remplacement avec un boulon et quelques rondelles. 10 minutes et le déambulateur était solide. Le jeune a essayé de le payer. Mon père l'a écarté d'un geste de la main. Fais-le passer au suivant, a-t-il dit. Un vétéran plus âgé, de l'époque du golf, s'est arrêté pour parler. Ils se sont tenus près de l'établi et ont parlé doucement, et je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Mais j'ai vu le visage de mon père s'ouvrir, présent, écoutant sans jugement. Quand le vétéran est parti, mon père est retourné au travail, et j'ai réalisé que c'était sa mission maintenant. Ni bruyante, ni décorée, ni visible. Juste constante, juste réelle. À midi, je l'ai rejoint pour déjeuner dans un restaurant près de la base. Nous avons commandé des sandwichs et du café, et il m'a posé des questions sur mon travail. Je lui ai parlé des nouveaux protocoles de formation, des batailles budgétaires, du défi de préparer les pilotes à des guerres que nous ne sommes pas sûrs de mener. Il a écouté comme il écoute maintenant, pleinement, sans interrompre, sans offrir de solution, juste en absorbant. « Tu regrettes d'être resté ?» a-t-il demandé. « Non. »« Et toi, tu regrettes quoi ?»« Le garage. »« Rester ici. »« La vie tranquille. » Il y a réfléchi. « Non. J'ai fait ce pourquoi j'étais fait. Comme toi. Réparer des choses. »« Réparer des choses ?» a-t-il convenu. Avant de partir, il m'a accompagné à ma voiture de location. Le ciel était couvert, menaçant de pleuvoir. Il se tenait les mains dans les poches, de la même manière qu'il se tenait quand je suis parti pour l'école 29 ans plus tôt. « Reviens quand tu pourras » a-t-il dit. « Je le ferai. » Et Marianne, il a fait une pause, cherchant ses mots. « Je suis fier de toi. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin que tu l'entendes maintenant. Pas à cause du grade, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais construite. » J'ai senti ma gorge se serrer. Papa. Je le pense. Tu es la meilleure chose. Je l'ai serré dans mes bras alors. Vraiment serré. Et pendant un moment, nous sommes juste restés là dans le froid, nous tenant l'un à l'autre. Quand je me suis reculé, ses yeux étaient à nouveau humides, mais il souriait. Je t'aime, ma grande. Je t'aime aussi, papa. Je suis parti en voiture, le regardant dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et j'ai pensé au long chemin parcouru depuis ce bureau de l'hôpital militaire jusqu'à aujourd'hui. De la trahison à la compréhension, de la distance à la présence. Ça a pris 10 ans. Ça a demandé du travail. Ça a demandé que nous soyons tous les deux présents, encore et encore, même quand ça faisait mal. Mais nous y sommes arrivés. De retour à Mont-de-Marsan, j'ai repris la routine. Réunion, briefing, revue de formation. Mais quelque chose avait changé. Pas extérieurement. Le travail était le même. Le grade était le même. La mission était la même. Mais intérieurement,
je me sentais plus légère. Comme si j'avais porté quelque chose sans savoir que je le portais. Et que je l'avais enfin posé. Ce week-end-là, j'ai visionné l'enregistrement une dernière fois. Opération Lame d'Acier, 14 mars, il y a 23 ans maintenant. J'ai regardé mon jeune moi voler dans le chaos. Et j'ai ressenti non pas de la fierté, ni de la douleur, mais de la gratitude. La gratitude d'avoir survécu. La gratitude d'avoir continué. La gratitude que la fille dans ce cockpit soit devenue la femme que je suis maintenant. J'ai fermé le fichier et j'ai envoyé un message à mon père. Merci pour jeudi. Ça comptait beaucoup. Il a répondu 1 heure plus tard. Quand tu veux. C'est ce que fait la famille. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Il avait raison. C'est ce que fait la famille. Ils sont présents. Ils font le travail. Ils portent ce qui doit être porté. Et quand ils ne peuvent pas le porter seuls, ils partagent le poids. Le respect ne vient pas des médailles, du grade ou de la reconnaissance. Il vient du fait d'être vu. Vraiment vu pour ce que vous avez fait, ce que vous avez survécu, ce que vous êtes devenu. Mon père me voit maintenant, pleinement, complètement, sans réserve. Et après tout, après Gao, après l'enregistrement, après 10 ans de distance, de travail et de croissance lente et douloureuse, c'est tout ce dont j'ai toujours eu besoin. C'est suffisant. C'est tout. Ce jour-là a tout changé entre mon père et moi. Pas parce qu'il m'a enfin cru, mais parce que j'ai enfin cessé d'avoir besoin qu'il le fasse.